Deuxième exercice de, comment dire, de ce sujet 0 EM Lyon. Donc, vous pouvez regarder dans la première vidéo tous les commentaires que j'ai pu faire sur le sujet dans sa globalité. Le deuxième exercice est un exercice sur les variables aléatoires à densité. On nous donne une densité, le lambda sur 2 racines de x exponentielle de moins lambda racine de x si x est positif, et 0 sinon, sachant que lambda est un réel strictement positif. Question 1a. Justifier que la fonction f lambda est de classe C2 sur R plus étoile. Bon, c'est très simple. Hein. Vous avez un quotient et une composée. Donc f lambda est quotient et composé de fonctions qui sont de classe C2 sur R plus étoile. Donc f et C2 sur R plus étoile. Pas grand chose à dire, hein. Vous avez une exponentielle, la racine carrée et tout ce petit monde là, et C2 sur R plus étoile. Pas de problème là-dessus, puisque la racine, son seul souci pour la dérivabilité, et donc forcément derrière la classe C1 et C2, c'est en 0. Donc R plus étoile ne nous pose pas de problème. Question B. Démontrer que pour tout x strictement positif, on a f' lambda de x égale, bon bah très bien, allons-y, soit x appartenant à R plus étoile. Vous avez donc f lambda de x, j'ai dit que c'était égal à lambda sur 2 racines de x, exponentielle de moins lambda racine de x. Bon. Produit de deux fonctions qui sont sans problème, hein. Donc on peut mettre lambda en facteur, on peut même mettre lambda sur 2. Facteur 2, ici j'ai racine de x qui est donc x à la puissance moins 1,5, exponentielle de moins lambda racine de x. Bon, très bien. C'est-à-dire qu'on va donc avoir f' lambda de x qui sera égal à lambda sur 2. Je dérive mon x puissance moins 1,5 qui va me donner moins 1,5 x à la puissance moins 1,5 moins 1, je l'écris comme ça, exponentielle de moins lambda racine de x, plus x à la puissance moins 1,5 multiplié par moins lambda sur 2 racines de x, qui est la dérivée de moins lambda racine de x, exponentielle de moins lambda racine de x. Donc on va maintenant essayer de simplifier ce machin-là. On a donc lambda sur 2, que je vais laisser pour l'instant comme ça, facteur 2, moins 1,5 de x machin, donc ce qui va me donner moins 1 sur 2x, donc ça c'est le moins 1, racine de x, je vais écrire ça comme ça, plus, donc ici j'ai un moins lambda divisé par 2 racine de x remultiplié par x à la puissance moins 1,5, c'est-à-dire racine de x qui va me donner du 2x, exponentielle de moins lambda racine de x. Vous remarquez que j'ai du 2x ici, que l'on va pouvoir sortir, donc on va avoir, je vais sortir le moins 1 sur 2x, multiplié par lambda sur 2, facteur de 1 sur racine de x, moins lambda sur, moins lambda, c'est tout, puisque j'ai mis le 2x en facteur, exponentielle de moins lambda racine de x, c'est-à-dire moins 1 sur 2x, multiplié par, si je mets tout sur lambda, donc j'ai multiplié par lambda non, ici c'est un plus puisque j'ai mis moins 1 ici en facteur. Donc ça c'est mieux comme ça. Donc multiplié par lambda plus lambda carré racine de x sur 2 racines de x. J'aurais pu laisser... Non, on va faire...
que j'ai écrit, c'est pas faux, mais c'est pas très malin. Donc lambda sur 2 racines de x, facteur de 1, plus lambda multiplié par racine de x, puisque j'ai divisé, exponentielle de moins lambda racine de x, c'est-à-dire moins 1 sur 2x, 1 plus lambda racine de x, lambda sur 2 racine de x, exponentielle de moins lambda racine de x, et ici je reconnais f lambda de x. Conclusion, pour tout x appartenant à R plus étoile, eh bien f' lambda de x est égal à moins 1 sur 2x, 1 plus lambda racine de x, f lambda de x. Voilà pour la question 1b. Un peu calculatoire, mais ça se fait quand même. Question C. Déterminer les limites suivantes. La limite en 0 plus de f lambda de x. La limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur 2 racine de x. Ça va être égal, clairement, à plus l'infini. La limite quand x tend vers 0 plus de exponentielle de moins lambda racine de x, ça va faire 1 par quotient par produit. La limite quand x tend vers 0 plus de f lambda de x, plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. Pas de difficulté dans les limites. Ensuite, deuxième partie, la limite en plus l'infini. On va faire la même chose. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur 2 racines de x, ça c'est 0, 0 plus même. La limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de moins lambda racine de x, le quotient, le contenu de l'exponentielle, l'exposant tend vers moins l'infini, donc l'exponentielle tend vers 0. Là aussi par produit. La limite quand x tend vers plus l'infini de f lambda de x va être égale à 0 fois 0, ce qui nous fait 0. Et on a terminé la première partie seulement de la question. Deuxième partie de la question, dresser le tableau de variation. Donc il nous faut le signe de f' de lambda de x, soit x appartenant à R plus étoile. Vous avez donc f' lambda de x qui est égal à moins 1 sur 2x, 1 plus lambda racine de x, f lambda de x. Cette partie-là est positive, même strictement en fait. Cette partie-là est strictement positive. Cette partie-là est strictement négative. Donc globalement, f lambda' est strictement négative. Et donc on n'a pas de problème. D'où le tableau de variation suivant. Alors, il fut un temps où j'avais une règle pour faire des tableaux de variation, je l'ai toujours. Donc le tableau de variation est le suivant. Hop. Hop. On est sur 0 plus l'infini. Vous avez une valeur interdite en 0. Vous avez une dérivée qui est négative, donc une fonction qui est... Alors, une dérivée même qui est strictement négative, donc une fonction qui est strictement décroissante, qui va de plus l'infini à 0, voilà notre x, et ici les variations de f lambda. Bon, je pense que ce n'est pas la peine d'encadrer ce tableau. Et là, on a vraiment terminé la question 1c. Question 1d. Démontrer que la fonction f lambda est convexe. On sait que f lambda est C2 sur R+, étoile. Je me donne x appartenant à R plus étoile. Je sais que f' lambda de x est égal à moins 1 plus, alors je ne vais pas mettre de parenthèse, 1 plus lambda racine de x sur 2x, exponentielle de, multiplié par f lambda de x. Il y a l'exponentielle qui est cachée dedans. Alors pourquoi j'écris ça comme ça? C'est pour éviter d'avoir un produit à 3 morceaux qui serait plus compliqué à dériver. Et donc là maintenant, je n'ai plus qu'un produit en 2 morceaux. Alors 2 morceaux pas super sympathiques, mais 2 morceaux quand même.
f seconde lambda de x va être égal à quoi? Donc j'ai le moins qui est devant, qui est le facteur du tout. J'ai une fraction à dériver. Donc ma dérivée de 1 plus lambda racine de x, je vais donc avoir du lambda sur 2 racine de x, multiplié par mon dénominateur qui est 2x, moins la dérivée de mon dénominateur qui est 2, 1 plus lambda racine de x, le tout sur 2x au carré, multiplié donc par f lambda de x, plus 1 plus lambda racine de x sur 2x, multiplié par f prime lambda de x. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici, on va voir, ça se simplifie par 2, la racine de x, et on va voir lambda racine de x, moins 2, moins 2 lambda racine de x. Le tout sur 4x carré, f lambda de x, plus 1 plus lambda racine de x sur 2x, multiplié par f prime lambda de x, qui est moins 1 sur 2x, qui est rappelé ici, hein. Donc qui est moins, je vais écrire les choses proprement, 1 plus lambda racine de x, le tout sur 2x, f lambda de x, avec un moins devant le tout. Ce qui va me faire, ici, j'ai donc, si je rentre le moins, donc je vais avoir moins, au numérateur, je vais donc avoir moins 2, moins lambda racine de x, moins, donc je vais avoir 2 plus lambda racine de x sur 4x carré. Alors le moins qui est ici avec le moins qui est devant, ça se simplifie, donc je vais avoir plus, le f lambda, je ne l'ai pas oublié, je vais le mettre en facteur. Hein. J'ai du 1 plus lambda racine de x au carré sur 4x carré. Et tout ça est multiplié par f lambda de x. C'est-à-dire, alors soit je développe tout, mais en fait ça n'est pas nécessaire, puisque bien sûr ce paquet-là est positif, même strictement. Ce paquet-là est positif strictement, et f lambda est strictement positif. Donc finalement, f seconde lambda est le produit de deux termes strictement positifs, donc f seconde lambda de x est positif. Donc finalement, pour tout x appartenant à R plus étoile, f seconde lambda de x est strictement positif. F lambda est donc convexe sur R plus étoile. Et c'est réglé pour la question des questions E. Tracer l'allure de la courbe représentative de F1 dans le repère orthogonal qu'on ne donne pas. Donc F1, qu'est-ce que l'on a comme information? Eh bien, alors on nous donne exponentielle de moins 1. Hein. On peut remarquer par exemple que F1 de 1 va être égal à 1 sur... il faudrait que je reprenne la fonction. Elle est ici, donc 1 sur 2, multiplié par racine de 1, donc exponentielle de moins lambda, donc exponentielle de moins 1. Ce qui nous fait, d'après l'information que nous donne, puisque exponentielle de moins 1 vaut environ 0,37, donc la moitié de 0,37, 0,15, 0,185. Voilà. Et donc, on va pouvoir tracer notre fonction. Alors, attention, il ne faut pas oublier de la tracer globalement, hein, donc sur R. Hop. 0. 1 ici. Alors, 0, 802, quoi. En gros, ça va être ici. Hein. Alors, si je prends un 1 ici, je vais mettre le 1 là. Donc, en gros, on va avoir le 0,2 ici. Je vais mettre le 1 ici.
Voilà, et puis donc ma courbe, je vais le faire en rouge. Donc ici, 0 jusqu'en 0, f de 0 égale 0. Et ensuite, on a une courbe qui doit monter très verticalement, puisque en plus en 0, elle doit tendre vers plus l'infini. Et ensuite, elle va tendre vers 0. Donc on va voir quelque chose comme ça pour notre fonction f, en tout cas pour son allure. Je vous rappelle, hein, donc pour tracer les courbes, on réutilise, c'est une allure de courbe, hein, donc on n'attend pas de vous une grande précision, il n'y aura personne qui va avoir un calque avec la courbe et qui va venir la plaquer sur votre dessin. Non, on s'attend à regarder ce que les éléments, comment vous avez utilisé les éléments précédents que vous avez démontrés. Voilà pour cette question 1 finalement. Question 2a. Vérifier que la fonction machin est une primitive de f lambda sur r plus étoile. Bon, eh bien déjà on peut remarquer que si j'appelle phi par exemple, la fonction qui a x associe exponentielle, alors c'est moins exponentielle de moins lambda racine de x, eh bien phi est dérivable, ça nous suffira largement, sur r plus étoile, en tant que composé de telle fonction. Bon. Je me donne un x dans r plus étoile, et je vais avoir phi prime de x qui va être égal à moins la dérivée de moins lambda racine de x, donc moins lambda sur 2 racines de x, exponentielle de moins lambda racine de x, c'est-à-dire lambda sur 2 racines de x exponentielle de moins lambda racine de x, et je reconnais f lambda de x, d'où la fonction qui a x associe moins exponentielle de moins lambda racine de x est une primitive de f lambda sur r plus étoile. Encore une question de fait. Question suivante. B. Établir la convergence de l'intégrale impropre et calculer sa valeur. Alors là, le problème, c'est que l'intégrale, elle est à la fois impropre en 0 et en plus l'infini. Donc pour démontrer que cette intégrale impropre converge, on va la séparer en deux parties. Donc je me donne x dans r plus étoile, et je vais m'intéresser dans un premier temps à l'intégrale de 1, alors je peux choisir autre chose que 1, hein, l'intégrale de 1 à x de f lambda de t dt. Je connais une primitive de f lambda, qui est moins exponentielle de moins lambda racine de t, que j'évalue entre 1 et x, c'est-à-dire moins exponentielle de moins lambda racine de x, moins ce qui se passe en 1, donc plus exponentielle de moins lambda. Okay. Cette chose-là, bien sûr, va tendre vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Et donc, on en déduit que l'intégrale de 1 à plus l'infini de f lambda de t dt converge et vaut exponentielle de moins lambda. On n'a pas terminé le travail. Maintenant, on va s'intéresser à l'autre intégrale, c'est-à-dire celle de x à 1 de f lambda de t dt, pour étudier ce qui se passe en 0. La primitive que l'on va choisir va être la même, hein. Donc je vais choisir la même, moins exponentielle de moins lambda racine de t, que je vais évaluer cette fois entre x et 1. Je vais donc avoir moins exponentielle de moins lambda, moins et moins plus exponentielle de moins lambda racine de x. Mais cette fois, je fais tendre x vers 0. Et cette chose-là, lorsque x tend vers 0, va tendre vers 1, lorsque x tend vers 0. D'où la convergence de cette intégrale. L'intégrale de x à 1, de 0 à 1, pardon, de f lambda de t dt converge et vaut 1 moins exponentielle de moins lambda. Conclusion, on en déduit la chose suivante. On en déduit que l'intégrale de 0 à plus l'infini de f lambda de t dt converge et vaut
1 moins exponentielle de moins lambda plus exponentielle de moins lambda, c'est-à-dire 1. Bien sûr, vous vous en douterez très probablement, tout ça, c'est pour nous inciter à montrer qu'on a une densité de probabilité, et, comme par hasard, c'est la question C. On déduire que la fonction f lambda est une densité de probabilité sur R. Bon. Premier point, f lambda, alors, hop, pour tout t appartenant à R, f lambda de t est supérieur ou égal à 0. Deuxième point, f lambda est continu sur R- et sur R plus étoile. Donc, sur R sauf en 0. L'intégrale de moins l'infini, alors A0 de f lambda de t dt vaut 0. Donc, l'intégrale de moins l'infini a plus l'infini de f lambda de t dt converge et vaut 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Conclusion, f lambda est donc une densité de probabilité. La continuité, sauf éventuellement en un nombre fini de points. 0, c'est un seul point, donc c'est un nombre fini. La positivité, l'intégrale qui converge et qui vaut 1. Question 3. Calculer pour tout réel f lambda de x, sachant que grand f lambda de x, cette fois, sachant qu'il s'agit de la fonction de répartition. Je me donne un x négatif ou nul. J'ai donc f lambda de x, qui est la probabilité que x soit inférieur ou petit à égal à petit x, qui vaut donc 0, hein, puisque c'est l'intégrale d'une fonction de la fonction nulle, donc pas de problème, c'est pas la peine de passer son temps à ça. Maintenant, je me donne x strictement positif, je vais m'intéresser à f lambda de x, qui est la probabilité toujours, ça ne change pas, que x soit plus petit que x, c'est-à-dire l'intégrale de moins l'infini à petit x de f lambda de t dt. Comme x est positif, c'est l'intégrale de moins l'infini à 0 de f lambda de t dt, plus l'intégrale de 0 à x de f lambda de t dt. Et il se trouve que ces deux morceaux-là, alors le deuxième on ne l'a pas tout à fait calculé, c'est vrai. On ne va pas avoir trop de mal. Et donc j'ai quoi? J'ai une primitive, moins lambda racine de t, que je vais évaluer entre 0 et x, c'est-à-dire 1 moins exponentielle de moins lambda racine de x. D'où ma fonction f lambda, qui est la fonction qui a x associe 0 si x est négatif, et 1 moins exponentielle de moins lambda racine de x, si x est strictement positif. Si vous mettez sinon à la place de ça, ça marche aussi. Voilà pour la question 3a. Question 3b. Démontrer que la variable aléatoire y suit une loi exponentielle de paramètre 1. Pas de problème. Y, c'est lambda racine de grand X. Je me donne un y appartenant à, d'abord, un y négatif. On me demande la variable aléatoire. Bon, je ne vais pas m'enquiquiner. Notons f, y, la fonction de répartition de y. Fy de y, c'est la probabilité que y soit inférieur ou égal à petit y, c'est-à-dire la probabilité que lambda racine de x soit inférieur ou égal à y, qui vaut 0, car lambda racine de x est forcément positif. Ensuite, même x strictement positif. Si je me donne cette fois un y positif,
Fy de y, ça ne change pas, c'est donc la probabilité que y sont inférieurs ou égal à y, c'est-à-dire la probabilité d'avoir lambda racine de x plus petit que y, c'est-à-dire la probabilité d'avoir, je divise par lambda et je mets au carré, c'est-à-dire que je vais avoir x inférieur ou égal à y sur lambda, le tout au carré. Et d'après ma fonction de répartition de x, c'est-à-dire que je vais avoir 1 moins exponentielle de moins lambda, racine de y sur lambda au carré, c'est-à-dire 1 moins exponentielle de moins y. D'où ma fonction de répartition de y, qui est la fonction qui à x associe 0 si x est négatif, et 1 moins exponentielle de moins y si x est positif. Fy est aussi la fonction de répartition d'une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre 1, d'où y suit la loi exponentielle de paramètre 1. On peut éventuellement dire que comment dire, deux variables aléatoires qui ont la même fonction de répartition ont la même loi. Or, la fonction de répartition caractérise la loi. Je pense qu'on peut s'en passer de cette dernière petite phrase, mais bon, je l'ajoute, on ne sait jamais. Question C. En déduire l'espérance de x. Comme y suit la loi exponentielle de paramètre 1, eh bien y admet une espérance et e de y est égal à 1. Y admet également une variance et v de y est égal à 1. Bon. Maintenant, intéressons-nous à x. Qu'est-ce que l'on peut dire de x? On a, vous allez comprendre pourquoi je dis qu'on a une variance. Y est égal à lambda racine de x, donc x va être égal à y sur lambda au carré. Y au carré sur lambda carré. Y carré admet une espérance. Y carré admet une espérance, puisque y admet une variance. Donc, ici, x admet une espérance. Alors, je trouve la question un petit peu mal tournée. Écrit ici, à aucun moment on nous dit que x admet une espérance. Et on nous dit en déduire la valeur de l'espérance de x, c'est-à-dire que l'on suppose là-dedans, connu le fait que x admette une espérance, et ce qui n'est pas du tout le cas. Moi, j'aurais pas formulé la question comme ça, j'aurais dit en déduire que x admet une espérance et donner sa valeur. Donc là, je montre bien qu'il y a une espérance. L'espérance de x, ça sera donc l'espérance de y carré sur lambda carré, c'est-à-dire 1 sur lambda carré, l'espérance de y carré. Or, v de y, c'est l'espérance de y carré moins l'espérance de y au carré d'après la formule de Koenig-Huygens. D'où l'espérance de y carré vaut v de y plus e de y au carré, c'est-à-dire 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Conclusion.
x admet une espérance. Et E de x est égal à 2 sur lambda carré. Et on a terminé cette question C. Question D. Un peu d'infos. Complétez la fonction Python var x suivante afin qu'elle renvoie une liste de n valeurs prises par la variable aléatoire x. On rappelle que la bibliothèque machin, machin, machin. On vous rappelle comment fonctionne rd.exponential. Et voilà, donc on importe le module math. Pourquoi? Alors là, je ne suis pas content. On importe le module math et en aucun cas on vous parle du module math dans le programme. Le programme dit qu'il faut utiliser NumPy. Donc moi je vais le faire avec NumPy. Je donnerai quand même la variante avec le module math, donc je vais réécrire toute la fonction. Donc moi j'aurais fait les choses suivantes. Alors de même, hein, pour l'intégrale impropre, je ne l'ai pas dit à ce moment-là, mais normalement l'intégrale impropre, elle ne doit être qu'en plus l'infini, elle ne doit pas être en 0. Bon. Importe NumPy as np, importe numpy.random as rd, def var x de n et de lambda. Donc x au départ est une liste vide, très bien. For i in range n, x.append. Qu'est-ce que je dois faire? Donc je dois simuler ma loi exponentielle et ensuite lui appliquer lambda. Qu'est-ce que je dois... Non, pardon. La loi exponentielle c'est y et donc je dois la mettre au carré. Attendez. X c'est quoi? X c'est quoi? C'est y carré divisé par lambda carré. Donc je dois simuler ma loi exponentielle, la mettre au carré divisé par lambda au carré. Donc je vais avoir ici donc du rd.exponential de 1. Je mets ça au carré. Et je divise par lambda au carré. Et à la fin, on renvoie x. Donc voilà ce que moi j'aurais mis dans ce truc. Éventuellement, on aurait pu mettre rd.exponential divisé par lambda, le tout au carré, ça marchait aussi. Maintenant, dans dans ce qui est demandé, en fait non, on n'a même pas besoin de ça. Donc l'import du module math, en fait, on n'en a même pas besoin. Donc c'est même pas la peine de réécrire la fonction, en fait, on n'a pas besoin de l'import du module math. Mais voilà, le programme dit qu'on ne doit pas utiliser le module math. Question 4a. Les figures 1 et 2 représentent des histogrammes représentant la répartition de 1000 valeurs prises respectivement par les valeurs J10, J100, J1000 et X dans les cas 1. Quelle conjecture peut-on émettre? On remarque que les distributions de J10, J100 et J1000, dans les deux cas, tendent à se rapprocher de la distribution de X. Les distributions de J10, J100, J1000 semblent se rapprocher de celle de X. Ce qui veut dire que pour n grand, Jn a presque la même loi que X. Conclusion, la suite Jn converge en loi vers la variable aléatoire X. Alors, attention, je dis conclusion, conjecture plutôt. La conjecture que l'on peut émettre, c'est celle-là, de la convergence en loi vers la variable aléatoire X.
On n'a rien démontré. C'était la question 1. Question B, encore informatique. On prend lambda égale 1, écrire une fonction Python var jn qui renvoie une liste de 1000 valeurs simulant la variable aléatoire jn, qui utilise la fonction var x. On rappelle que la bibliothèque NumPy importée sous l'alias np, l'appel np.min de L donne le minimum d'une liste de nombre L. Alors, je crois que on n'est pas du tout obligé d'appeler NumPy pour ça. Mais bon, on va utiliser ce qu'il nous demande. Donc cette fois, on va avoir besoin de importer NumPy as np. Je serais quand même curieux. On va regarder ça. Je suis presque sûr. Hop, L égale 1, 2, 3, tac, min de L. Oui, donc c'est bien ce que je pensais. En fait, pour le min, on n'a pas besoin de np. Mais bon, on va l'utiliser quand même. D'ailleurs, est-ce que np.min... Je pense que ça doit... Oui, ça marche aussi. Mais en fait, bon, en vrai, on n'en a pas besoin. Bref, peu importe. Donc, on nous demande ensuite de fabriquer une fonction qui va s'appeler varjn. Alors, varj de n. Et qui doit renvoyer une liste de 1000 valeurs simulant la variable aléatoire jn. Donc, on va créer une variable que je vais appeler j, qui au départ sera une liste vide. Ensuite, je vais faire une boucle for k in range 1000. Est-ce qu'on peut faire mieux? On va peut-être pouvoir faire mieux. Donc, je vais ajouter à j quoi? Eh bien, je dois d'abord créer une variable aléatoire m. Alors, hop. Je vais mettre m qui sera ma variable aléatoire mn, qui sera le np.min de une liste de n variable x1 qui va m'être donnée par var x de n, et on a dit de prendre lambda égale 1. Donc ça me donne n, et ensuite je vais faire un j.append de n au carré multiplié par ma liste m, par ma valeur de m, moins 1 sur n. Et puis enfin un return j. Hop, on peut faire plus court. On peut la faire en une ligne. Vous savez que j'aime bien ça. Def var j de n. Return. Donc, je vais mettre n carré. Alors, on va mettre np.min de var x de n et de 1 multiplié par n au carré moins 1 sur n for k in range 1000. Voilà, en une ligne. Donc, version 1, version 2. Voilà. Et on a terminé cette question. Question C. Démontrer que la fonction de répartition mn est donnée par la fonction qu'on nous donne en dessous. Bon, bah, encore une fois, hein. Soit x appartenant à R, on va s'intéresser à la probabilité que mn soit plus petit que x. La probabilité que mn soit inférieur ou égal à x, c'est donc la probabilité, c'est bien mn dont il s'agit, que le min de x1 xn est inférieur à x. C'est un min, et le problème c'est qu'on sait mieux traiter les max. Donc, hop,
je vais m'intéresser à ça, je vais m'intéresser à ça. Si le min est supérieur, alors même strictement, ça sera plus rigoureux, bien que pour des variables à densité, ça ne va rien changer. Je vais donc avoir la probabilité que chacune des variables aléatoires soit elle-même plus grand que x. Donc je vais avoir l'intersection pour i allant de 1 à n des xi strictement plus grand que x, c'est-à-dire le produit pour i allant de 1 à n des p de xi plus grand que x par indépendance dxi. C'est-à-dire, eh bien là, il va me falloir la fonction de répartition de xi, c'est-à-dire 1 moins p de x1 inférieur ou égal à x, le tout à la puissance n, car les xi ont même loi. C'est-à-dire 1 moins oui. Donc, ma fonction de répartition, elle est où? Elle est là. 1 moins un exponentiel de moins lambda x. Donc, 1 moins exponentiel de moins lambda x à la puissance n, si x est strictement positif, c'est-à-dire 1 moins, donc exponentielle de moins lambda nx. Donc maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe si jamais x est négatif. Si x négatif, vous avez la probabilité que mn soit plus grand que x, qui est égal à 1 moins 0, le tout à la puissance n, c'est-à-dire un 1. Conclusion. La fonction gn de x est égale à 1 moins 1, c'est-à-dire 0 si x est négatif, et gn de x est égal à 1 moins exponentielle de moins lambda nx si x est strictement positif. Hop. Voilà pour la question C. Question D. En déduire la fonction de répartition hn de la variable aléatoire jn, bah, toujours pareil, hein, soit x supérieur, soit x appartenant à R, on va s'intéresser à la probabilité que hn soit inférieur ou égal à x. La fonction de répartition hn, donc non, fait que jn soit inférieur ou égal à x, commence à faire des notations pas très sympathiques, hein, mais bon, c'est pas grave, on va s'en sortir. La probabilité que jn soit inférieur ou égal à x, c'est-à-dire la probabilité d'avoir n, alors si je reprends la définition, ça marchera mieux, n carré, mn moins 1 sur n, inférieur ou égal à x. C'est-à-dire la probabilité d'avoir, eh bien, mn inférieur ou égal à x plus 1 sur n, le tout sur n carré. Et là, il peut se passer deux choses. Premier cas, x plus 1 sur n carré négatif, ce qui revient à dire que x est inférieur ou égal à moins 1 sur n. Dans ce cas, on a hn de x qui vaut gn de x plus 1 sur n carré, c'est-à-dire 0. Deuxième cas, x plus 1 sur n carré strictement positif, c'est-à-dire x strictement plus grand que moins 1 sur n. On a alors
hn de x qui est égal à gn, ça ne change pas, de x plus 1 sur n carré, c'est-à-dire cette fois 1 moins exponentielle de moins n lambda, racine de x plus 1 sur n carré, c'est-à-dire 1 moins exponentielle de moins lambda, racine de x plus 1 sur n. Ce qui nous permet de conclure. Donc la fonction hn et la fonction qui à x associe 0 si x est inférieur ou égal à moins 1 sur n, et 1 moins exponentielle de moins lambda racine de x plus 1 sur n, si x est strictement plus grand que moins 1 sur n. Question E. Démontrer que quelle que soit la valeur de lambda positive, la conjecture est mise à la question 4a, c'est-à-dire qu'on va tendre vers la loi de x. Très bien. Il va se passer deux cas. Premier cas, x est positif. Donc forcément, x sera toujours plus grand que 1 sur n. Donc, hn de x sera égal à 1 moins exponentielle de moins lambda racine de x plus 1 sur n, qui, lorsque n va tendre vers plus l'infini, va tendre, lorsque n tend vers plus l'infini, vers 1 moins exponentielle de moins lambda racine de x, qui est, comment est-ce qu'on l'a appelé, f lambda de x. Alors ici, j'ai oublié, hein, soit lambda positif. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si x est négatif? Si x est négatif, alors il va exister un certain rang n0 appartenant à n, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, eh bien x, il va devenir inférieur ou égal à moins 1 sur n, qui est lui-même plus petit. Il va être plus petit, pardon, que moins 1 sur n0, qui va être lui-même plus petit que moins 1 sur n. Bon. Ce qui veut dire que pour tout n supérieur ou égal à n0, eh bien hn de x sera égal à 0. Quand x est quand n est petit, bon, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais à partir d'un certain rang, eh bien hn de x va être égal à 0. Donc, hn de x va tendre, lorsque n tend vers plus l'infini, vers 0, puisque c'est constant à partir d'un certain rang, qui est f lambda de x. Conclusion de tout ça. Pour tout lambda positif, pour tout x appartenant à R, eh bien hn de x tend, lorsque n tend vers plus l'infini, vers f lambda de x. On a donc Jn qui converge en loi vers x. Et voilà pour ce deuxième exercice.